Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show d'ailleurs 156, et comme d'habitude, nous allons parler évidemment de l'actualité technologique et informatique de la semaine. Commençons tout de suite. Première news qui a commencé avec Apple et qui s'est propagée petit à petit vers Samsung, comme quoi Samsung aime bien toujours faire un petit peu des trucs à la Apple peut-être. C'est une rumeur, évidemment, c'est pas 100% confirmé, surtout pour Samsung. Pour Apple, ça commence à se confirmer, mais ça reste une rumeur pour le moment. C'est le fait que Apple et aussi peut-être Samsung pourraient ne pas inclure de chargeur avec leur prochain téléphone. Dans le cas de Samsung, ce serait l'année prochaine, mais dans le cas d'Apple, ce serait même pour les iPhones de cette année-ci. Peut-être les plus petits iPhones ou peut-être tous les iPhones. Et du coup, la raison derrière, ce serait du fait que tout simplement, les chargeurs, les gens en ont plein. Vous achetez un nouveau téléphone, vous en avez un de plus. Vous allez peut-être utiliser celui de votre nouveau téléphone, mais vous avez plusieurs chargeurs qui servent à rien et ça produit tout simplement des e-waste. Des e-waste qui sont évidemment des produits électroniques qui servent un petit peu à rien et qui finissent par être jetés dans les poubelles ou autre chose sans trop que les gens s'en préoccupent. Et ça, c'est évidemment problématique parce que c'est compliqué à recycler et ça contient aussi bien souvent beaucoup de matériaux pas très bons pour la nature, hein, on peut le dire, hein, surtout les chargeurs. Donc ouais, c'est réellement un problème. Pour ceux qui se demandent, c'est vraiment un gros problème. Maintenant, évidemment, il y a toujours l'aspect un petit peu économique derrière. Une entreprise ne fait pas toujours les choses parce que c'est la bonne chose à faire. Bien souvent, il y a une petite motivation derrière. Dans le cas d'Apple, la motivation est plus claire parce que ils peuvent du coup économiser le chargeur. Bon, ils économisent pas grand-chose, hein. Un chargeur, surtout qu'ils incluent pas toujours les meilleurs chargeurs, ils incluent pas des chargeurs à charge rapide sur les plus petits iPhones. Ça leur ferait économiser quoi? 5 €? Franchement, 5 € sans problème. C'est Apple, hein, ils les achètent tellement en gros que ça leur coûte presque rien. Mais derrière, par contre, ils peuvent vendre. Du coup, aux gens, ils sont en mode: oh, vous avez acheté un nouvel iPhone, il n'y a pas de chargeur avec. Mais on peut vous en inclure un. Vous pouvez le payer, il coûte 25 €. Et là, maintenant, ça se transforme d'un truc où ils économisent de l'argent à un truc où ils peuvent gagner de l'argent. Et là, c'est encore plus alors. Ça pourrait être totalement le cas. On ne sait pas, hein, c'est Apple, hein, ils ont déjà fait ça par le passé. Je veux dire, vous pouvez pas, personne ne peut se voiler la face là-dessus, mais la disparition du jack a permis d'obliger les gens, ou en tout cas les inciter à prendre des AirPods, tout simplement, qui sont évidemment très pratiques, qui, selon moi aussi, sont une technologie du futur. Dans le futur, on n'aura plus besoin de câbles pour nos appareils audio, mais c'est un peu pour forcer la main des gens. Apple aime bien faire ça. Donc ouais, il y a certainement une motivation économique derrière. Après, c'est vrai que Apple a toujours essayé de respecter au maximum l'environnement, que ce soit par exemple avec leur nouveau HQ qui est entièrement, on va dire, alimenté par des énergies renouvelables, ou le fait que la plupart des châssis en aluminium, par exemple des MacBooks, sont recyclés. Ils essayent de recycler un maximum. Bon, après, à côté de ça, ils font des appareils électroniques qui sont très durs à réparer et qui, du coup, forcent à recycler ces appareils au lieu de juste les réparer et de les garder en circulation. Mais bon, on va juste ignorer ça. Ils essayent quand même de faire des efforts. Après, encore une fois, c'est à vous de voir un petit peu. Samsung, dans ce cas-là aussi, ce sera un peu la même chose. Ils peuvent économiser le prix du chargeur, ils peuvent le vendre après. Et du coup, ils peuvent aussi donner l'impression que, ah, regardez, on pense à l'environnement, c'est cool, acheter nos téléphones ou je sais pas quoi. Pour Samsung, je suis pas sûr que ce soit 100% confirmé. Apple, ça pourrait franchement être le cas. C'est quelque chose, c'est le genre de choses qui ferait bien, franchement. Mais bon. Maintenant, il y a du coup plusieurs questions qui se posent. C'est pour quelqu'un qui n'a pas de chargeur. Vous achetez un nouvel iPhone, ou vous étiez sur iPhone et vous prenez un téléphone Samsung, par exemple, et il n'y a pas de chargeur inclus. Vous n'en avez pas. Donc, vous avez un produit que vous avez acheté qui est non fonctionnel. Et ça, c'est extrêmement rare. J'ai vu des gens qui parlaient de ce sujet-là, ils disaient ouais, mais quand vous achetez un appareil photo, il n'y a pas toujours un objectif avec. Je suis en mode, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Ici, on parle, c'est comme si vous alliez prendre un micro-ondes en magasin, vous le ramenez à la maison, vous le déballez, et puis vous n'avez pas de prise. Vous devez acheter une prise en plus. C'est très rare sur les appareils électroniques grand public, vraiment abordables, accessibles surtout, qui ne soit pas fonctionnel à 100% en la sortie de la boîte. C'est même très très rare. Même pour les appareils photo en réalité. Les appareils photo que monsieur tout le monde achète, ils ont toujours un objectif avec. Il y a des kits avec l'objectif fourni et il y a aussi des appareils photo où l'objectif est juste attaché à l'appareil photo. Donc vous n'avez pas trop le choix. Donc ouais, ce serait
un autre débat aussi qui se pose. Est-ce que ce sera autorisé de vendre un appareil électronique aussi commun, aussi grand public, qui n'est pas vraiment fonctionnel à 100% dès que vous le sortez de la boîte? Genre, il est même pas du tout fonctionnel. Vous allez l'utiliser, il va se décharger, hop, vous pouvez plus le recharger. Donc ouais, ça c'est un autre débat très intéressant selon moi à avoir. Mais il y a aussi le débat évidemment de ces chargeurs qui, soyons honnêtes, polluent. Et c'est aussi un problème. Donc il y a plusieurs solutions qui pourraient exister. Genre, vous pouvez dire, hey, j'aimerais un chargeur, et puis Apple peut peut-être vérifier, peut-être que vous n'avez jamais acheté d'iPhone par le passé, donc oui, c'est justifié que vous avez besoin d'un chargeur. Mais si vous avez déjà acheté un iPhone, ils pourraient vous dire, oh, mais t'as déjà un iPhone. Après, il y a des gens qui revendent leur téléphone, donc eux, ils vont revendre forcément avec le chargeur, ça semble logique. Je veux dire, vous n'allez pas vendre un téléphone et juste dire au mec, oh, trouve un chargeur toi-même. Bon, il y en a qui le font, mais vous avez plus de chances de revendre votre téléphone si vous avez le chargeur, la boîte et tout ça inclus. C'est ce que personnellement, je garde toujours tout. Ouais, ça veut dire que certaines personnes n'auraient pas forcément de chargeur quand même. Il y a aussi le fait qu'ils pourraient peut-être offrir un bon de réduction. Quand vous achetez un nouvel iPhone, juste au moment où vous le précommandez ou vous l'achetez sur un boutique, ça vous dit « Hey, tu peux avoir aussi un chargeur, un bon chargeur Apple officiel et tout ça. Au lieu de coûter 20 euros, normalement, si tu devrais le remplacer, tu as un bon de réduction de 15 euros. Il te coûte que 5 euros. » Ça pourrait être aussi raisonnable. Et comme ça coûte quand même 5 euros, certaines personnes seraient en mode « Ah ouais, ça coûte 5 euros, j'en ai déjà un, je vais pas l'acheter. » Ça dissuaderait les gens qui en ont déjà un de ne pas l'acheter quand même, franchement. À part s'ils en veulent un deuxième éventuellement, mais ça aidera à dissuader. Bon, après, 5 euros, c'est pas non plus grand-chose. Donc ouais, à voir. C'est évidemment, encore une fois, c'est particulier parce que c'est un débat où vous dites, oui, la bonne chose à faire, c'est d'être éco-responsable, forcément. Mais d'un autre côté, vous êtes en mode aussi, ouais, mais est-ce qu'ils font pas juste ça pour se faire plus d'argent? Ensuite, tant qu'on est un petit peu en train de parler de Samsung, on a eu énormément de leaks de la Galaxy Note 20 qui devrait être présentée d'ailleurs, enfin c'est même à peu près, enfin c'est garanti maintenant, ce sera le 5 août. Il y aura un événement Impact de chez Samsung évidemment où ils présenteront cette Galaxy Note 20 qui évidemment, vous en doutez bien, sera dans la même lignée que les Galaxy S20 mais avec le design évidemment que tout le monde connaît des Notes et le fameux stylet. On a du coup des photos qui ont leak. Il y avait des photos qui ont leak sur le site russe et aussi quelqu'un qui a eu sa main, enfin qui a réussi à avoir justement une de ces Galaxy Note 20. Je me demande bien quel est son nom. Je n'arrive pas à savoir son nom. Attendez, ça doit être Jimmy is Promo, oui je crois. Jimmy's Promo. Je pense que c'est lui. Je suis pas sûr. Enfin bref, blague à part, le fait qu'il la met partout, il a quelque chose, c'est un petit truc ici. C'est une Galaxy Note, hein, je veux dire. Il n'y a pas besoin de plus à dire. C'est basiquement un petit peu comme la Galaxy Note 10, mais un peu plus grande, avec l'arrière au niveau le capteur, tous les capteurs caméra évidemment ressortent énormément, comme sur le Galaxy S20 Ultra, mais basiquement ça reste assez similaire. Et il y avait aussi les images du coup qui ont leak sur le site russe, ça c'était celle-là. Et comme vous pouvez voir, ouais, à peu près garanti que ce sera le Galaxy Note 20 qu'on verra. Alors, je vais être très honnête, je pense pas que la plupart des gens en ont quelque chose à faire de ce téléphone parce que il va coûter très cher et que personnellement, moi-même, je suis plus intéressé par des smartphones plus petits. Mais j'ai toujours trouvé intéressant les Galaxy Note pour la simple et bonne raison que c'est unique. Le stylet, le format aussi, le fait que ça a toujours été les plus gros smartphones qui existent et ils devraient d'ailleurs atteindre les pratiquement 7 pouces hein, pour information. Je ne sais pas ce qu'ils ont confirmé comme truc. Oui, 6,9 pouces. C'est une tablette. C'est une tablette, littéralement. J'avais une tablette par le passé qui faisait 7 pouces. Donc c'est une tablette. Vraiment, vous avez une tablette dans votre poche. Donc les gens qui rigolaient là dès quelques années que on allait avoir des téléphones qui seraient des tablettes, vous aviez totalement raison. Mais ça va continuer de toute façon dans ce sens-là, j'ai l'impression. Évidemment, les bordures d'écran sont très fines, donc on n'est pas sur le même format qu'une tablette par le passé. Donc ouais. Bon, quoi qu'il arrive, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Ça reste, comme je dis aussi souvent, c'est que le haut de gamme influence le milieu de gamme, qui influence aussi le bas de gamme. Donc, certaines choses que vous allez voir dans ce téléphone-là vont arriver dans 1-2 ans sur les téléphones milieu de gamme qui seront beaucoup plus intéressants, évidemment, et que les gens seraient plus probables d'acheter. En même temps, d'ailleurs, pendant cet événement Impact, c'est notre news, Samsung présenterait probablement une Galaxy Tab S7.
Ça, c'est assez intéressant à noter parce que il n'y a pas beaucoup de tablettes Android qui sortent. La plupart des tablettes Android qui sortent coûtent 100, 200 euros. C'est toujours des tablettes ultra cheap qui sont faites pour être le plus cheap possible. Vous avez Samsung qui a une très bonne offre là-dessus. Hein. Vous avez la Galaxy Tab A 2019 qui reste encore très bonne. Vous avez aussi Huawei qui a quelques tablettes. Bon, malheureusement, ils en ont sorti une, il me semble récemment, mais qui souffre du fait qu'elle n'a pas les applications Google officielles et tout ça, ni les services du Play Store. Donc voilà, ça la gâche un petit peu. Et vous avez aussi quelques tablettes par-ci par-là d'autres marques tierces moins connues. Mais ouais, le marché des tablettes est, au final, malgré le fait qu'ils en vendent quand même pas mal, est pas hyper développé. Du coup, ici, c'est intéressant de voir une nouvelle tablette sortir. Et en plus, une nouvelle tablette Android haut de gamme. Parce que les Galaxy Tab, comme le nom un petit peu l'indique, comme ça ressemble au S10 et tout ça, c'est les versions haut de gamme. Avec un Snapdragon d'ailleurs 865 Plus, qu'on verra après dans une autre news. Et ouais, c'est du full haut de gamme. Il y aurait deux modèles, une version S7 et une version S7 Plus, qui du coup copiera un petit peu ce que fait Apple avec les iPads. Justement, vous avez le plus petit modèle en 11 pouces et le plus grand modèle en 12,9 pouces. Et là, ils auraient un petit peu la même chose. Alors, on ne serait pas exactement en même taille. Il me semble que c'était un peu plus de 10 pouces et un peu plus de 12 pouces aussi pour ces versions Samsung, mais un peu plus petit quand même que chez justement Apple. Batterie assez grande aussi. On aurait probablement aussi un écran 120 Hz qui continuerait dans cette lignée évidemment de haut refresh rate et puis chargement rapide et tout le tralala. Mais globalement, c'est une tablette Android. Personnellement, je suis intéressé de voir ce que ça donne. J'ai toujours dit, mais j'aime assez bien les tablettes. Personnellement, je fais tout mon travail sur mon ordi, je regarde souvent les mails sur mon téléphone, mais j'aime bien lire les articles, par exemple, sur ma tablette, lire des mangas sur ma tablette, lire des e-books sur ma tablette. J'aime assez bien. Je sais que tout le monde n'est pas tablette, franchement. Il y a des personnes qui préfèrent avoir juste un gros téléphone et lire là-dessus, mais moi, comme j'ai pas la meilleure vue au monde aussi, c'est plus confortable d'avoir un grand écran. Mais c'est pas non plus un ordinateur que vous pouvez pas mettre comme vous voulez sur vos jambes ou autre chose. C'est une tablette, vous pouvez la mettre comme vous voulez, c'est pratique. Donc, je regarderai avec intérêt, mais soyons honnêtes, vu le prix que ça va coûter, certainement plus de 700 euros, c'est pas une tablette pour tout le monde. Si vous recherchez une tablette, j'ai d'autres vidéos qui arrivent sur les tablettes d'ailleurs, parce que comme j'ai dit, je trouve ça intéressant. J'ai notamment une tablette Android qui a coûté 80 euros sur Amazon. J'ai une vidéo là-dessus, vous allez voir pourquoi elle est fortement recommandée d'ailleurs. Il faut que je la fasse. J'ai d'autres vidéos à faire, mais je voulais la faire là longtemps, c'est là, mais il faut vraiment que je la fasse. Dans tous les cas, ça devrait être plutôt intéressant. Et sinon, une que j'ai pas mal testée en vrai, que je pourrais faire clairement une vidéo dessus, c'est la Galaxy Tab A, justement de chez Samsung. J'en ai pris pour... Enfin, j'ai acheté pour la personne, c'est pas moi qui ai payé. J'en ai pris pour plusieurs personnes de ma famille, notamment pour des enfants, parce que les enfants aiment bien les tablettes, c'est bien pour les jeux et tout ça. Et du coup, elle marche plutôt bien. Franchement, elle marche plutôt bien. Du coup, justement, on en parlait. Le Snapdragon 865 Plus, comme l'année dernière, Qualcomm va faire un refresh en plein milieu de l'année pour son Snapdragon haut de gamme, en lui donnant quelques petites fonctionnalités en plus, un petit boost aussi de performance. Ça permet d'aider les téléphones qui sortent plus loin dans l'année à justement profiter de ce nouveau processeur pour avoir un intérêt face aux smartphones qui sont sortis en début d'année, qui du coup ont le 865. La Galaxy Note 20 devrait l'avoir d'ailleurs. J'ai oublié de le préciser, mais elle devrait l'avoir. Bon, après, c'est à peu près garanti. Je veux dire, ils ont toujours le meilleur processeur Snapdragon qui sortent. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Deux choses. Vous avez le support de Wi-Fi 6E, ainsi qu'une augmentation des fréquences de 10%. Donc, ça devrait donner 10% de performance en plus. Le Wi-Fi 6E, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'avais déjà fait une vidéo sur le Wi-Fi 6. Je vous invite à aller la voir, aller sur la chaîne, vous pouvez chercher facilement. Le Wi-Fi 6E a évidemment tous ces avantages-là, mais en plus, il va rajouter une nouvelle bande qui sera à 6 GHz. Donc, le Wi-Fi normalement fonctionne, pour information, vous avez toujours un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ainsi que 5 GHz. Le 2,4 permet d'avoir plus de portée. Le 5 GHz vous permet d'avoir les meilleurs débits de données. Vous pouvez même combiner les deux pour avoir encore plus de vitesse, ce qui est souvent fait. Et du coup, le 6 GHz, lui, il ira un petit peu plus loin que le 5 GHz, un peu plus de bande passante, vu que c'est une fréquence plus importante. Vous pouvez justement avoir plus de données qui passent, mais le problème, encore une fois, c'est que là, comme le 5 GHz, vous auriez encore un petit peu moins de portée. Bon, après, si vous êtes dans un
milieu où vous avez une borne Wi-Fi dans une pièce et que vous êtes toujours dans cette pièce, ça peut être très pratique. Ça vous permet vraiment d'avoir des meilleures, justement, bandes passantes. Et c'est globalement la grosse nouveauté du Wi-Fi 6. Il doit y avoir encore des petits trucs par-ci par-là, mais c'est globalement la grosse nouveauté. Et puis du coup, pour la fréquence, évidemment 10% en plus. Donc ça mettrait le CPU à 3,1 GHz et le GPU qui serait à 660 MHz selon des calculs logiques. Ce qui m'étonne d'ailleurs assez, parce que si vous regardez, 3,1 GHz, c'est pas très loin de la fréquence d'un processeur de PC fixe. Mais par contre, le GPU tourne vraiment à une fréquence beaucoup plus basse que ce que vous verrez dans un GPU, justement. Un GPU de PC fixe, bien souvent la fréquence sera à 1300 MHz et pourra aller jusqu'à 1800 sur certains GPU. Et du coup, ça m'étonne encore une fois. Ça continue de montrer que je ne sais pas pourquoi, au niveau du mobile, les GPU ne progressent pas aussi vite qu'ils devraient. Genre vraiment. La puce Nvidia, la bonne vieille puce Tegra Nvidia que vous avez dans les Shield, a toujours au final un GPU qui est plutôt puissant. Et du coup, je me dis aussi que le fait que, je vous rappelle, Samsung va travailler avec AMD pour faire une puce qui combine du coup le processeur de chez Samsung et une puce graphique de chez justement AMD. Et je me dis vraiment qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de faire une méga puce la plus optimisée possible. Parce qu'en fait, la concurrence à côté de ça n'est pas si développée, en fait. J'ai l'impression que même Qualcomm ne vise pas à avoir des GPU hyper puissants. Ils sont puissants, hein. Clairement, hein, ils sont très puissants, mais ils pourraient être plus puissants. Du coup, ça m'étonne. Après, je suppose qu'ils ont plus besoin de CPU hein, pour mieux traiter les photos et tout ça, même si, encore une fois, sur les PC fixes, ce qu'on voit, c'est que le CPU ne sert de plus en plus à rien, en fait. Maintenant, j'ai une mise à jour Adobe Premiere, je peux encoder ma vidéo avec mon GPU. Donc, le CPU travaille toujours un petit peu, mais c'est le GPU qui fait le gros du travail, et ça va beaucoup plus vite. Les sites sont accélérés full GPU maintenant. Quand vous lisez une vidéo, c'est le GPU qui décode votre vidéo. Donc, le GPU fait de plus en plus de choses, et du coup, ça m'étonne de voir que dans les téléphones, on est en mode non, CPU, juste CPU, rien d'autre. Ouais, ça me paraît un petit peu bizarre. Ça pourrait être un sujet intéressant à discuter avec justement. J'aimerais bien voir justement une interview d'un ingénieur autre chose qui travaille chez Qualcomm et justement ce qu'il pense des GPU dans les smartphones et tout ça. Ça pourrait être assez intéressant. S'il y a quelqu'un qui a ça, vous avez vu une interview quelque part, je serais curieux de la voir. Ensuite, toujours au niveau smartphone, hein, on continue vu que on arrive à la seconde moitié de l'année. Tous les nouveaux smartphones sortent justement sur cette seconde moitié d'année. On n'a pas eu les présentations, ou plutôt les conférences et tout ça, en juin sur la présentation de tout ce qui est électronique, forcément, vu ce qui s'est passé dans le monde. Donc ouais, on commence à les voir. Un autre qu'on a pas mal de détails qui commencent à arriver, parce que c'est la politique de OnePlus, c'est un nouveau smartphone OnePlus qui coûterait en dessous de $500, donc certainement $499. Moi, quand on me dit, oh, ça va coûter en dessous de $500, ouais, $499, quoi. Sinon, t'aurais dit en dessous de $450 ou autre chose. Mais bon, ils ont peut-être pas finalisé le prix, mais il y a de fortes chances. Dans tous les cas, un nouveau OnePlus, c'est le OnePlus Nord. Ce n'est pas, au final, ce qu'on aurait pensé qu'il aurait été un OnePlus 8 Lite. Je pense qu'ils aimaient pas le nom et qu'ils voulaient donner... C'est du marketing, franchement. Soyons honnêtes, c'est un OnePlus 8 Lite. Il a un Snapdragon 765G, qui reste une très bonne puce, soyons honnêtes. Ça peut paraître, on va dire, oh, c'est une puce milieu de gamme ou autre chose. Non, elle est très puissante. Le Snapdragon 765G vous donnera des très bonnes performances. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Il aura normalement une bonne qualité photo de ce qu'ils ont dit. Vous avez un écran normalement 90 Hz, certainement réduit en termes de résolution, forcément. Donc, globalement, des plutôt bonnes specs. Mais ce n'est pas des specs d'un téléphone ultra haut de gamme. Vous voyez, ça se voit que c'est du milieu de gamme. Ça devient le nouveau milieu de gamme, justement. Parce que ces écrans 90 Hz vont commencer à arriver sur beaucoup de téléphones qui coûtent 300-400 €. Ça, vous pouvez être sûr. Donc, c'est un OnePlus 8 Lite. Mais pour le marketing, vous voyez, pour que ça donne mieux, que ça fasse plus intéressant, c'est mieux de dire le OnePlus Nord. Vous voyez, genre NordVPN. Non, ça, c'est autre chose. Non, le OnePlus Nord, ça lui donne un côté unique, un côté intéressant. Et aussi, les gens ne se disent pas, ah ben oui, le OnePlus 8 Lite, ah c'est une version moins bonne du OnePlus 8. Non, ils se disent, ah OnePlus Nord, oh c'est intéressant. Marketing, c'est très marketing. Ouais, du coup,
la vraie question qui se pose, soyons honnêtes, le software sera très bon, la qualité de photo devrait être bonne, on verra évidemment. Les performances sont certainement très bonnes, mais pas au niveau évidemment un Snapdragon 865. Le vrai question, ce sera le prix. Combien il coûtera? Et honnêtement, ça va être très important selon moi pour OnePlus de le mettre au bon prix. Parce que les OnePlus 8 sont chers. Ils sont vraiment chers. Ils sont très bons, mais ils sont chers. Et OnePlus a perdu clairement sa réputation là-dessus, sur le fait d'être la marque qui offre le plus de valeur pour le prix. Je pense que vous pouvez regarder à des téléphones Xiaomi justement qui coûtent moins cher. Ils n'ont peut-être pas les aussi bonnes specs, mais pour le prix, vous avez juste un téléphone qui est imbattable. Personnellement, ma soeur a changé de téléphone récemment, je l'ai conseillé. Je l'ai eu en main, elle a pris justement un Xiaomi, c'est le Redmi Note 8, c'était, oui. C'est un téléphone à 160 euros. Et honnêtement, à 160 euros, il est juste genre, quand je l'ai eu en main, j'étais en mode c'est un téléphone à 300 euros au minimum. Mais non, il était à 160 euros. Du coup, ouais, il y a une concurrence extrêmement dangereuse pour OnePlus, que ce soit Xiaomi, Huawei, bon, ils ont un peu plus de mal vu ce qui se passe en ce moment. Mais il y a d'autres marques. Il y a aussi, comment ça s'appelle? Il y a une marque qui fait beaucoup de business en Inde, je ne sais plus comment est leur nom. Vous avez aussi les autres marques de Oppo qui font un peu de concurrence aussi à OnePlus au final, même s'ils sont un peu évidemment compatibles l'un l'autre. Mais ils ont de la concurrence et ils ont perdu cette image de hey, c'est les téléphones les plus intéressants pour le prix ou autre chose. Ils sont toujours très intéressants, mais ils sont plus aussi intéressants. Du coup, ce téléphone-là en particulier doit être le retour de OnePlus pour ce titre. Vous voyez, du téléphone, du flagship killer qui coûte pas cher. Même s'il n'a pas les specs entièrement d'un flagship. Son concurrent direct, c'est l'iPhone SE, qui coûte 500 euros et qui a une très bonne qualité photo et qui a la puce A13 de Apple qui est extrêmement performante. Donc s'il sort à 499 euros, parce qu'ils disent c'est en tout de 500 dollars, honnêtement, oui, il sera intéressant, mais pas pour tout le monde. Et surtout, vous avez Louis qui existe toujours. Ça, c'est le OnePlus 7T. Il est vendu 500 euros aussi. Et il a un Snapdragon 855 Plus qui sera plus performant. Il a aussi un écran 90 Hz. La qualité photo est bonne. C'est pas la meilleure. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même avoir un argument de vente. Mais les gens ne vont pas forcément que regarder la qualité photo aussi. Ils vont regarder au niveau des performances. Et quand vous voyez un téléphone avec un Snapdragon 855 Plus et un bête Snapdragon 765G, les gens vont juste vite fait faire le choix, surtout si c'est sur le site de OnePlus directement. Et ouais. Et aussi, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de téléphones avec des Snapdragon 765G qui coûtent 300 euros. Il y en a à 300, 400 euros. Donc ouais, il faut selon moi qu'ils coûtent maximum 399 euros pour être intéressant. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais OnePlus, ils ont amélioré la qualité, maintenant ils ont une réputation, ils peuvent se permettre. Je suis en mode, oui, ils peuvent se permettre, mais on parle pas de ils peuvent se permettre, on parle de s'ils veulent en vendre beaucoup, s'ils veulent vraiment faire une concurrence, s'ils veulent casser un petit peu le marché en quelque sorte, c'est ce qu'ils doivent faire. Je sais pas s'ils le feront, parce que maintenant OnePlus devient confortable dans le fait d'être en mode, ouais, maintenant on est bien établi, on a une bonne image de marque, on fait maintenant plus de... OnePlus fait de la pub régulière. Avant, ils ne faisaient jamais de pub régulière. Maintenant, ils sont en mode, ouais, ils font comme n'importe quelle marque de smartphone maintenant. Ils n'ont plus beaucoup des techniques du passé où c'était très start-up et tout ça. Maintenant, ils sont en mode, oui, on est une marque comme les autres. Et du coup, on augmente notre prix petit à petit pour être au même niveau que tout le monde, finalement. Ils resteront toujours un petit peu moins chers que les grosses marques, mais c'est juste pour dire qu'ils sont flagship killer en quelque sorte. Mais bon. Ça changerait en fait que ce sera certainement un très bon téléphone. Et que si vous cherchez l'expérience OnePlus et que vous avez un ancien OnePlus, notamment peut-être un 5 ou un 6, ça pourrait être une upgrade intéressante. Pas la meilleure upgrade niveau performance, forcément, mais peut-être une bonne upgrade niveau écran et niveau justement batterie et aussi appareil photo, si justement leurs promesses là-dessus sont tenues. Maintenant, on change totalement de news, on passe à des news au niveau un petit peu hardware. Enfin, pas vraiment en réalité avec cette news-là. Non, Thunderbolt 4 a été annoncé du coup par Intel. On avait déjà eu des informations par le passé, notamment le fait que la bande passante n'augmente pas vraiment par rapport au Thunderbolt 3. On est toujours sur du 40 Go à la seconde. Après, visiblement, ils ont des technologies de compression dedans, ce qui leur permettent d'avoir
un petit peu plus de specs justement intéressantes, notamment le fait que vous pourrez avoir 2 écrans 4K branchés dessus au lieu d'un pour le Thunderbolt 3. Ce sera toujours plus rapide que le USB 4 qui devrait bientôt arriver, qui d'ailleurs devrait être compatible avec le Thunderbolt. Il y avait des histoires comme ça, donc on verra bien ce que ça donnera, et qui lui fait du 20 Go à la seconde pour information, comme ça vous avez une petite comparaison. Et du coup, Thunderbolt, d'ailleurs aussi un truc qu'il faut préciser, le Thunderbolt est libre au niveau... Tout le monde peut faire du Thunderbolt maintenant, même AMD peut en faire sur leur carte mère s'ils le veulent vraiment, depuis maintenant 2 ans. Du coup, ça veut dire que ce Thunderbolt 4 pourrait être rajouté au nouveau silicone, enfin, au nouveau silicone, non, c'est pas silicone, au nouveau puce justement de chez Apple, sans trop de problèmes. Donc, pour ceux qui se demandaient justement, du coup, si Apple passe à leur propre puce et se débarrasse de Intel, qu'est-ce qui va arriver au Thunderbolt? Ils peuvent le rajouter. C'est totalement libre, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, ça pour ceux qui se demandaient. Mais sinon, il n'y a pas non plus hyper beaucoup d'un truc intéressant. À part le fait que maintenant aussi, il requiert, par contre, ça peut être un peu embêtant, une protection DMA directement intégrée. Donc en gros, c'est une protection pour tout ce qui est contenu. Et ça fonctionnera par défaut, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas un PC compatible avec cette protection qui permet justement à des sites comme Netflix d'être sûr que vous piratez pas leurs films et tout ça, vous ne pourrez pas utiliser le Thunderbolt 4. Donc au final, ça, c'est pas vraiment un avantage. C'est le genre de fonctionnalité qui rajoute que ne sert à rien à l'utilisateur. C'est juste pour protéger les ayants droit. Donc ouais, ça peut être un petit peu embêtant pour certaines personnes. Dans tous les cas, on verra ce que ça donnera. Il y a aussi l'USB 4 qui va arriver dans le futur, qui devrait être normalement compatible avec justement le Thunderbolt 4. Donc on verra ce que ça donnera sur les ordinateurs portables notamment, où on aura peut-être, si AMD prend le temps peut-être de le faire aussi, le support du Thunderbolt sur les processeurs AMD. Pas 100% sûr à mon avis, mais ça pourrait être possible. Vous avez des cartes mères AMD qui sont compatibles Thunderbolt, il y en a quelques-unes. Il faut juste une carte spéciale et aussi un connecteur spécial sur la carte mère. Mais bon, pas toutes les cartes mères le sont, il faut le tenir compte. Ensuite, on y arrive. Forcément, le grand lancement hardware de cette semaine-ci, c'était le Ryzen 3000 version XT. Nous en avons 3 nouveaux du coup. Nous avons le 3600 XT, le 3800 XT ainsi que le 3900 XT. Il remplace d'ailleurs au niveau prix globalement les versions X, donc notamment le 3900X était vendu 500 et des euros. Le 3900 XT sera à peu près au même prix. Bon, il est à 600 euros maintenant, mais il devrait rebaisser vers cette gamme de prix en tout cas. Le 3900X aussi avait dépassé les 600 euros lors de sa sortie, donc c'est pas si étonnant. Donc ça remplace au niveau prix. Les 3900X et tout ça baisse de prix du coup. Le 3900X normalement coûte 470 euros, 470. Vous pouvez le trouver moins cher sur Amazon, mais c'est vendu par un revendeur que je vous recommande vraiment pas. Si vous avez vu ma vidéo de recommandation de processeurs, d'achat de processeurs justement de l'autre jour, elle est sur la chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. Et si vous l'avez regardé, vous devez savoir que je ne les ai pas du tout recommandés parce que ils sont pas très intéressants honnêtement. Alors, du coup, des gros trucs qui changent. Vous avez globalement 2 trucs qui changent. 3. Premier truc, le nom forcément, il y a XT. Deuxième truc, le boost. Maintenant, ces processeurs boostent un petit peu plus loin. Donc le 3900 XT booste à 4,7 au lieu de 4,6 pour le 3900X. Le 3800 XT, lui, gagne 200 MHz sur son boost, justement. La fréquence de base ne change pas, il faut le préciser. Et le 3600 XT, lui, gagne aussi 100 MHz. Donc, pas incroyable ça, mais ça aide quand même dans les jeux. Et ça a été confirmé, vous pouvez voir, il y a pas mal de tests qui sont sortis. Je vous invite à aller les lire si vous êtes intéressé. Ça aide dans les jeux, oui, ça leur permet d'être un petit peu plus haut placé. Après, l'augmentation de prix casse totalement cet intérêt. Dernier truc qui a changé, c'est le fait que, forcément, c'est des meilleures puces. C'est des puces qui ont été triées sur le volet par AMD et qui les ont gardées pour ce genre de processeur. Du coup, ça varie un petit peu de reviewer en reviewer, mais globalement, beaucoup de reviewers ont vu des meilleurs résultats d'overclocking. Avec notamment Gamer Nexus qui a réussi à mettre le 3800 XT sur tous les cœurs à 4,6 GHz, ce qui est plutôt bon. C'est pratiquement son boost maximum qui est 4,7 sur un seul cœur, je vous rappelle. Donc c'est pas mal. Tous ne pourront pas atteindre cette fréquence. Le 3900 XT, comme il a plus de cœurs, a plus de mal d'atteindre cette fréquence. Il y en a qui l'ont plus mis à 4,4 justement GHz. Donc
Il y a une petite amélioration hein, par rapport au 3900X qui, lui, les meilleurs 3900X pouvaient faire 4,3, mais la plupart faisaient 4,1 ou 4,2. Donc, ouais, il y a une petite amélioration ici. Mais, soyons honnêtes, pour la plupart des gens, ça vaut pas forcément la peine. Ça vaut même pas du tout la peine, en fait. Si vous avez un ancien processeur Ryzen de première génération ou même un PC plus vieux et que vous voulez changer, et je vous le dis, la seule raison pour laquelle vous pouvez vous réjouir de l'existence de ces processeurs, selon moi, c'est le fait qu'ils baissent les autres processeurs en dessous en termes de prix. C'est aussi simple que ça. Donc le 3600X va coûter moins cher. Le 3600 coûte déjà vraiment pas cher. Le 3800X va peut-être coûter moins cher. Peut-être que vous l'aurez en promotion, en deal, et vous pourrez l'acheter. Ça a été le cas pendant une époque où le 3800X sur certains sites était vendu exactement au même prix que le 3700X parce qu'il n'était pas du tout intéressant. Et du coup, ça valait la peine là, de le prendre forcément, parce que je veux dire, s'il est au même prix, autant le prendre, il a une meilleure fréquence et un meilleur boost. Mais bon, globalement, dites-vous que c'est pas une upgrade très intéressante et c'est un peu décevant de voir ça, selon moi, de la part d'AMD, parce que c'est juste pas intéressant, en fait, soyons honnêtes. C'est vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est juste pour dire, hey, Intel, nous aussi, on a quelque chose d'intéressant là. C'est juste pour un petit peu enlever de la sortie de Intel. Juste être en mode, hey, nous aussi, on a sorti quelque chose et qui est meilleur encore dans les jeux vidéo. C'est un peu ça. Mais bon, toutes les marques se font des petites guéguerres comme ça. C'est très commun. Et Intel l'a déjà fait aussi pour AMD, donc ça ne m'étonne pas vraiment. C'est juste que, ouais, selon moi, ces processeurs n'ont pas beaucoup de raisons d'exister et je ne pense pas que beaucoup de gens vont les acheter. Donc peut-être que d'ici quelques mois, ils seront tellement peu achetés qu'ils vont juste baisser au niveau prix et qu'on pourra les acheter pour le même prix qu'un 3900X, peut-être le 3900 XT. Ce serait fort probable. Le 3800X a eu le même problème et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il y a aussi, du coup, il y a un processeur que vous pourriez vous poser la question, le 3600 XT, du coup. Comme il sort au même prix que le 3600X et que certaines personnes n'ont pas forcément le prix pour l'argent pour un 3700X et qu'ils trouvent que le 3600 n'est peut-être pas assez, est-ce que le 3600 XT a vraiment un intérêt? Et la réponse c'est non, pas vraiment, franchement. Le boost de fréquence n'est pas incroyable. Vous pourriez l'overclocker, mais encore une fois, c'est pas 100% garanti que vous aurez le meilleur processeur ou autre chose. C'est juste pas hyper intéressant, vraiment honnêtement. Prenez juste un 3600. Le 3600 bien refroidi atteindra pratiquement les mêmes fréquences que le 3600X. Et l'argent que vous économisez, ce qui est beaucoup d'argent, hein, c'est 50 € minimum, vous le mettez dans la carte graphique. Vous en retirez plus au niveau genre FPS et tout ça dans les jeux vidéo. Ensuite, on a eu un autre truc par contre qui a commencé à leak, c'est le fait que AMD va sortir des Threadripper Pro 3000. Et du coup, ces Threadripper Pro, c'est une suite à ce qu'on avait vu au tout début des Threadripper de justement de la génération 3000. Je vous rappelle, il y avait les rumeurs comme quoi il y aurait deux types de cartes mères. Il y aurait les cartes mères en TRX 40 et les cartes mères en TRX 80. Et du coup, visiblement, ce sont les processeurs de ce fameux TRX 80. Donc il y aurait peut-être aussi des cartes mères qui vont certainement sortir pour ces nouveaux processeurs. Et vous allez le voir, ça met encore plus la pression à Intel. Là c'est vraiment... Pour Intel, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que basiquement, ces Threadripper Pro sont des processeurs EPYC de chez AMD, mais version genre PC de bureau, et du coup pas avec la certification des processeurs EPYC qui sont des processeurs de serveur. Donc il y a beaucoup de certifications par-dessus où ils vous garantissent beaucoup de choses que certaines marques ou certains professionnels ont vraiment besoin. Mais pour quelqu'un qui a plus une station de production de vidéo ou autre chose, il n'a pas besoin de toutes ces certifications. Donc acheter un processeur EPYC lui coûterait cher, mais prendre un processeur comme ça serait plus intéressant. Du coup, vous avez aussi des fonctionnalités qui viennent des processeurs EPYC, notamment le fait qu'ils supportent 128 lignes PCI Express 4.0. Là, vous êtes en mode what? Oui, 128 lignes PCI Express, donc vous pourriez mettre combien ça fait? Oh la vache, ça fait beaucoup de cartes graphiques. Oui, ça fait énormément de cartes graphiques, vu qu'elles en prennent 16 maximum. Vous pourriez mettre 2 Tera de RAM, ce qui est une grosse upgrade là. Par contre, c'est l'un... Bon, c'est pas hyper limitant, mais c'est l'un des trucs que Threadripper avait un désavantage techniquement, et même Linus Tech Tips l'avait illustré dans une vidéo où ils s'étaient amusés à faire par rapport au Mac Pro un build justement avec le plus gros processeur Threadripper qui existait, tout ça, qui était évidemment le 64 cœurs et tout. Et ils montraient qu'au final, bah oui, c'est plus performant et tout,
Mais le truc où ils ne pouvaient pas battre le Mac Pro, c'était au niveau de la quantité de RAM, parce que le Mac Pro avait un processeur Xeon qui pouvait monter jusqu'à plus d'1 Tera de RAM. Du coup, ici, on passe de 256 Go maximum pour les Threadripper normaux, ce qui est largement suffisant pour les gens, soyons honnêtes, à 2 Tera, comme j'ai dit. Et là, ça permet de justement enlever ce dernier désavantage qu'avait justement AMD par rapport à Intel. Après, soyons honnêtes, pour la plupart des gens, voilà. De toute façon, tous ces processeurs-là qu'on parle ici, c'est pas pour nous, hein. C'est même pas pour moi, c'est pas pour vous. Il y a très peu de personnes qui regardent cette vidéo où ils auraient un intérêt pour ce genre de processeur. Mais il faut le préciser que c'était l'un des problèmes, en quelque sorte. Ensuite, vous avez évidemment toujours jusqu'à 64 cœurs. Vous avez aussi une version 32 cœurs. Et aussi, ça c'est très intéressant en réalité, une version 16 et 12 cœurs. Et vous allez me dire, pourquoi? Genre, à quoi ça sert? Je veux dire, les gens pourraient juste acheter un 3900X. Ce 3900X a 12 cœurs et il coûte moins cher. Il coûtera moins cher que ces processeurs-là. Pourquoi prendre un processeur techniquement plus haut de gamme qui n'a même pas une aussi bonne fréquence forcément et qui va coûter beaucoup plus cher, requiert une plus grosse carte mère? Pourquoi? Mais ça, c'est quelque chose que j'avais discuté, c'est le fait que il y a des gens, ils n'ont pas besoin des 32 cœurs, ils n'ont pas besoin d'un processeur 24 cœurs même. Ils ont besoin d'un processeur 16 cœurs, mais avec beaucoup de lignes PCI Express, parce qu'ils vont mettre beaucoup de cartes graphiques pour faire de l'accélération GPU. Et il n'y avait aucun Threadripper qui permettait de faire ça. Vous pouviez acheter des processeurs EPYC, mais évidemment, ils coûtent cher. Genre, vous étiez littéralement obligé de prendre un processeur 24 cœurs Threadripper pour profiter de tout ça. Donc maintenant, il va avoir l'option. Vous pourrez être en mode, j'ai pas besoin de tous les cœurs, mets-moi le 16 cœurs, qui consommera moins d'électricité du coup. Même si l'annonce arrête 280 watts, c'est pratiquement sûr qu'il n'atteindra pas les 280 watts. Et du coup, vous aurez tous les avantages. D'ailleurs, ils ont jusqu'à... ça, c'est aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser, très important, c'est qu'ils auront jusqu'à du 8 channel. Donc Threadripper a du quad channel, donc là c'est du octu channel, je suppose, on peut le dire. Donc oui, ça veut dire que vous pouvez mettre 8 barrettes de RAM et elles fonctionnent ensemble pour vous donner les meilleures bandes passantes de RAM possibles. Et ça, c'est en réalité très important parce que Ryzen a souvent été limité par la bande passante de la mémoire, hein, ça se voit, genre vous prenez une meilleure RAM, les processeurs Ryzen ont des bien meilleures performances, du coup passer à 8 channels pour des tâches professionnelles va être énorme, vraiment énorme. Et sinon, c'est à peu près tout, hein. Comme j'ai dit, c'est des processeurs EPYC, mais version plus cheap, quoi, plus pour le commun des mortels, enfin le commun des mortels, entre guillemets. On n'a pas encore de prix, il n'y a pas vraiment de date pour le moment, si je me souviens bien, donc ouais, il faudra voir. Il y a aussi d'autres trucs intéressants, je tenais à noter, c'est que, bizarrement, et c'est aussi un avantage par rapport aux processeurs EPYC, ils ont une meilleure fréquence de base. Les processeurs EPYC, ils sont à 2 GHz, ils sont peut-être à 3 GHz, mais c'est le maximum. Ici, pour les versions notamment 16 et 12 cœurs, vous avez une fréquence de base de 3,9 et même 4 GHz sur tous les cœurs pour le 12 cœurs. C'est meilleur que le 3900X, genre de 200 MHz. C'est pas négligeable, hein. Par contre, vous avez seulement un boost de 4,3, ce qui est un petit peu bizarre. Genre, je pense que là, ils sont un petit peu... Je sais pas si c'est fait exprès pour les nerfer un petit peu. Vous voyez, leur donner un petit peu un désintérêt pour empêcher ou plutôt dissuader certaines personnes de les prendre. Parce qu'en réalité, s'ils avaient fait, ok, 4 GHz de base, ils peuvent booster à 4,6, même pas forcément 4,7, ce Threadripper, en tout cas 12 cœurs, aurait été plus performant dans les jeux vidéo que le 3900X. Littéralement, il aurait été plus performant que le 3900X dans les jeux vidéo. Et pour beaucoup de gens, ça aurait été... Enfin, pour beaucoup de gens. Pour certaines personnes, ils se seraient dit, hey, je vais le prendre pour jouer à des jeux vidéo. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui l'auraient fait. Mais bon, là, ils ont un peu nerfé le boost, la fréquence de boost qui est à 4,3 du coup. Donc, ce sera moins intéressant les jeux vidéo. Ce sera quand même un processeur très puissant. Mais bon, un petit nerf quand même. Et c'est à peu près tout d'ailleurs là-dessus au final. On verra bien ce que ça donnera. Comme je dis, c'est encore une fois un mauvais coup une mauvaise nouvelle pour Intel parce que je l'ai dit dans ma vidéo de recommandation de CPU, c'est que Intel a toujours l'avantage du jeu vidéo. Ils ont des très bons processeurs pour le jeu vidéo. Le 10600K est excellent si vous arrivez à le trouver. Mais par contre, pour le domaine professionnel, à part les processeurs Xeon qui ont toujours leur intérêt parce qu'il y a la certification Xeon, il y a des gens qui préfèrent travailler avec les Xeon, il y a certaines technologies Intel aussi associées.
dans le domaine des workstations, dans le domaine de oh, j'ai besoin de 32 cœurs pour encoder de la vidéo, ils sont tous les youtubeurs, même Linus Torvald, qui est la personne évidemment qui a, je vous rappelle, fait Linux, développé Linux, et lui-même est passé sur Threadripper, c'est pour dire, pour compiler du coup, s'amuser à compiler Linux et tout ça. Mais yep, tout le monde est passé dessus au final. Tous les gens qui sont pas en mode oh j'ai pas besoin d'un Xeon mais j'ai besoin de plus que le processeur de Monsieur Tout le Monde, ils sont passés sur du Threadripper pratiquement tous. Tous les grands youtubeurs ont maintenant, même Linus Tech Tips, tout ça, ils ont passé leur workstation de leur éditeur et tout ça, de leur monteur vidéo, à du Threadripper. Et donc, là, ça rajoute encore un. C'est encore un truc encore en plus où AMD est en mode hey, au fait, Intel, t'avais encore un petit peu de marché pour les gens qui voulaient ça, voulaient 2 Tera de RAM ou autre chose. Maintenant, c'est juste. Non, plus rien. Et enfin, petite dernière news au niveau de Chrome. Vous avez Google qui essaie d'améliorer un petit peu Chrome parce que, je sais pas vous, mais ça se voit, j'utilise Firefox moi actuellement. J'utilise Firefox depuis pas mal de temps en réalité. Parce que Chrome, j'en ai juste marre. Il utilise trop de RAM. Il utilise trop de processeurs surtout. Sur ordinateur portable, c'est même. Je n'installe même pas Chrome sur ordinateur portable la plupart du temps parce qu'il utilise trop de RAM. Enfin, il utilise trop de CPU et ça bouffe la batterie beaucoup plus vite. Donc, ils essayent d'améliorer ça, notamment en bloquant apparemment un petit peu tout ce qui tourne au niveau JavaScript en arrière-plan, de certaines pages, de certaines applications en background. Donc, ça devrait améliorer la situation. Il y a toujours évidemment des problèmes de RAM. Il y a toujours des problèmes du fait que ça utilise encore une fois trop de CPU, même quand vous chargez une page, selon moi. Même quand vous avez juste un onglet, qui est le seul onglet actif, ça utilise toujours plus de CPU, ça prend plus de batterie que Firefox et encore beaucoup plus que Edge, qui, personnellement, sur ordinateur portable, Edge est vraiment excellent pour la batterie. Bon, maintenant, ils sont passés à Chrome, enfin, la même chose que Chrome, donc ils ont juste totalement cassé leur intérêt. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera avec peut-être Microsoft derrière qui essaie d'améliorer la situation. Dans tous les cas, ils sont en train de travailler sur une meilleure version pour changer ce genre de choses. Donc notamment, ils montraient que, avec Safari, on pouvait durer jusqu'à 9 heures. Et avec la nouvelle version de Chrome qui limite l'utilisation du JavaScript, on peut monter un petit peu plus haut, jusqu'à 8,8 heures. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Ça demande plus de tests, mais une chose est sûre, ouais, Google, améliorez votre merde parce que là, ça devient n'importe quoi, Chrome. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. Et je vous dis, salut à tous!